Bonjour Jean, Bonjour Richie. bienvenue sur le plateau de CyberJobs. Donc vous êtes à la tête de Link-by-Net Cybersécurité qui appartient au groupe Link-by-Net qui a été créé en 2000. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est votre fonction et quelles sont vos missions? Alors je dirige le pilier cybersécurité de Link-by-Net, donc c'est un ensemble de 140 collaborateurs. Et donc ma mission, c'est de définir une stratégie, de mettre en place cette stratégie, de piloter des équipes. Il y a un point particulier que je tiens à souligner, c'est qu'on rejoint le groupe Accenture à l'été 2022 et que donc j'ai aussi pour mission de préparer l'atterrissage de cette organisation dans Accenture. Aujourd'hui, Accenture, justement, l'entité cybersécurité que vous allez rejoindre, c'est combien de collaborateurs? C'est plus de 200 collaborateurs, avec la dynamique de recrutement qu'on va tous connaître d'ici l'été 2022. Quand on arrivera, on sera tous ensemble, environ 400. D'accord. Et c'est vous qui allez continuer à manager cette équipe de 400 collaborateurs? Alors non, je vais changer de fonction en rejoignant Accenture. Je vais reprendre une fonction qui est chez moi un petit peu historique, qui est une fonction commerciale. Et donc je vais piloter le business d'Accenture Security France. On va revenir un peu en arrière. Comment vous avez rejoint le secteur de la cybersécurité? Alors là, il faut remonter très en arrière, Richie, parce que j'ai 50 ans. Donc on va parler d'une époque que vous ne connaissez peut-être pas, les années pré-2000, les années 90. J'ai démarré dans le conseil IT dans une fonction commerciale en 97. Pendant une quinzaine d'années, j'ai aidé une entreprise de conseil à se développer. Et à l'époque, la sécurité, c'était assez balbutiant. On était tout au début, donc j'ai vendu et exécuté mes premières missions d'audit, de mise en conformité. Ensuite, j'ai fait une pause de 8 ans pour créer une start-up dans un sujet complètement différent. Mais j'avais besoin, pour cette start-up, de construire un système d'information et de mettre ce système d'information en conformité avec de la réglementation, avec des exigences de sécurité de mes clients, qui étaient des grands comptes. Donc j'étais à nouveau confronté à des problématiques de sécurité. Et puis en sortant de cette expérience de start-up, assez naturellement, j'ai eu envie de me replonger dans un univers qui me plaisait, qui s'était très fortement développé, présentait beaucoup d'opportunités, des opportunités business, des opportunités aussi de postes à responsabilité pour moi. Et donc assez naturellement, je suis revenu dans la cybersécurité à ce moment-là. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes dans l'univers cybersécurité, est-ce que c'est exactement comme vous imaginiez suite à cette vie de start-upper? Est-ce que maintenant que vous prenez le sujet à bras-le-corps, comment vous l'appréhendez? Même pas une seconde. J'imaginais pas à quel point c'était sophistiqué, c'était riche. Vraiment, je m'y attendais pas. J'ai connu pourtant dans les années 2000-2010 une très forte explosion de la demande sur des services IT, mais c'était hors proportion par rapport à ce qu'on peut voir sur le secteur de la cybersécurité. Parce que là, depuis combien d'années la cybersécurité se développe là Je pense que depuis 8-10 ans, la cybersécurité c'est devenu un sujet sur la table de chevet des PDG des grandes boîtes. La cybersécurité, c'est devenu un sujet aussi du quotidien des Français. On entend tous les jours parler d'attaques, de menaces, de vols de données. Depuis une dizaine d'années, la cybersécurité est devenue un sujet à enjeu d'État, à enjeu de survie des entreprises et aussi à enjeu sur le quotidien des citoyens. D'ailleurs, on voit que toutes les entreprises IT aujourd'hui qui sont spécialisées en fait sur différents domaines, sur la data, sur le cloud, finissent par faire de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'IT sans cybersécurité concrètement. Absolument, la cybersécurité, vous en avez partout, vous en avez dans la gouvernance, vous en avez dans les applications, dans les infrastructures. Il y a un sujet aujourd'hui qui est le cloud, dont vous avez entendu parler. Il y a des déploiements massifs, des investissements massifs qui sont faits par les grandes entreprises pour bouger leurs infrastructures de data center vers le cloud. Et ça s'accompagne par un changement complet de paradigme en matière de sécurité et de protection des données. Les entreprises s'équipent en compétences, s'équipent en outils, et puis les entreprises de services diversifient leurs activités pour aussi profiter de cet appel d'air du marché et proposer des compétences et des services en matière de sécurité informatique. D'accord. Maintenant, on va faire un petit focus sur les talents qui rejoignent Link-by-Net Cybersécurité. Comment aujourd'hui vous arrivez à attirer vos candidats? Aujourd'hui, on a 3 typologies d'actions. D'une part, une action vis-à-vis des écoles. On fait ce qu'on appelle du campus management et on reconnecte
des anciens d'établissements qui sont salariés chez nous avec des élèves qui sont en première, deuxième, troisième année. Comme des ambassadeurs en fait. Exactement. Alors on le fait à travers effectivement des animations d'amphithéâtre, on aide par exemple des étudiants à faire leur CV sur des forums, on va faire des témoignages, on organise des petits séminaires. Deuxième typologie d'action, ce sont des approches directes. On repère sur les réseaux sociaux des candidats qui nous intéressent, qui ont pour certains une première expérience, parfois même certains n'ont pas de première expérience, mais ils ont dans leur parcours universitaire des choses qui nous intéressent. Et puis enfin, on fait de la cooptation, et ça fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport à la pénurie des talents qu'il y a en cybersécurité et surtout sur la surenchère des salaires? Comment vous faites en fait? Alors, on a une approche sur les salaires qui est très simple. D'abord, on a réévalué nos grilles pour les adapter au marché. On a rendu ces grilles très transparentes pour que, à la fois du côté de nos consultants et puis du côté des candidats que l'on recrute, il y ait une lecture très simple des niveaux de salaire que l'on propose à l'embauche et des niveaux de progression auxquels on peut aspirer tout au long de sa carrière. On est également très attentif à adapter le niveau de rémunération des consultants qui sont chez nous avec les évolutions de salaire que l'on constate sur le marché. C'est-à-dire qu'on n'introduit pas de biais ou de décalage entre les gens qu'on embauche à un certain niveau de salaire et puis les consultants qui sont déjà chez nous depuis plusieurs années. On évite en fait un gap et on fait progresser l'ensemble de nos effectifs au même rythme que progresse le niveau de salaire sur le marché. Et cette grille de salaire, elle est indexée sur l'expérience, sur l'école peut-être? On essaie d'éviter ça finalement. On essaye de recruter des gens sur des skills plutôt que sur des diplômes. On essaye aussi d'être vigilant à ne pas introduire des biais ou des déformations ou des injustices qui pourraient ensuite se répercuter tout au long de la carrière. Donc non, finalement, on tient assez peu compte de ce que vous venez d'évoquer. Quelles sont les compétences qu'il faut de base pour rejoindre Link by Net, cybersécurité? On aime bien recruter des gens qui ont fait un parcours dans l'IT, qui sortent d'une école d'ingénieur, d'une formation académique plutôt informatique. Quand on peut recruter des gens qui ont fait un master spécialisé ou qui ont fait un contrat en alternance quelque part sur la sécurité, et ben ça nous plaît, évidemment. Mais on ne se limite pas à ça, on s'intéresse aussi à des gens qui ont développé des compétences dans le conseil, qui sont naturellement enclins à bien s'exprimer, avoir une bonne posture face à un client. On aime bien des gens qui soient structurés. Et on aime bien aussi des gens qui sont sensibles à la technologie, qui sont sensibles aussi à rendre service à autrui. On est sur des sujets, la sécurité, on est sur des sujets de défense en fait. Il faut défendre le faible et l'opprimé, si je caricature un tout petit peu. Donc il faut avoir des gens qui sont un peu Saint-Bernard dans l'âme. Et puis on aime bien les gens qui sont humbles, parce qu'on est sur un secteur qui est en telle transformation qu'il faut être capable de se remettre très vite en cause, et il ne faut surtout pas rester sur ses acquis, et il faut se dire que de toute façon, en face, les hackers seront toujours plus intelligents, plus habiles et plus rapides que nous, donc à nous de nous adapter. Donc voilà, je résumerai un peu ces trois compétences ou ces trois postures qui nous intéressent. C'est le goût pour l'expertise, un peu Saint-Bernard dans l'âme, et puis humble. L'humilité, c'est une chose, puisqu'il faut savoir se remettre en question. Mais en face, effectivement, la technologie avance. Donc il faut que les collaborateurs se maintiennent à niveau. Comment, vous, en interne, vous allez accompagner vos collaborateurs pour de la formation continue? Déjà, on a une organisation qui est agile, et donc on regroupe les consultants par cluster de compétences. Donc on fait travailler ensemble des consultants qui ont les mêmes appétences pour les mêmes familles de technologies. Donc on va mettre des gens qui travaillent sur le DevOps ensemble, on va mettre des gens qui travaillent sur les sujets de sécurité cloud ensemble, etc. Ensuite, on va proposer en continu des formations et des certifications sur des outils, en se disant que des consultants qui vont travailler sur un projet doivent avoir le même niveau d'expertise technique que des développeurs ou des intégrateurs qui vont construire et assembler les briques, pour qu'ils soient à l'aise dans leur mission, et puis pour qu'ils soient vraiment en capacité de challenger tout leur écosystème et tous leurs interlocuteurs sur les projets où ils interviennent.
On propose aussi des couloirs d'accélération pour des consultants qui le souhaitent vers des fonctions de chefferie de projet ou vers des fonctions d'expertise sur des lignes métiers. Ça se fait par de l'auto-formation, ça se fait aussi par des mises en situation. On abreuve nos consultants avec des missions. Cette accumulation de missions sur des périodes courtes, ça tire vers le haut les gens et puis ça leur permet de rajouter plein de cordes à leur arc. On a parlé d'attirer des candidats, de les former. Il y a un autre sujet, c'est comment une entreprise comme la vôtre fait en sorte de garder ses talents. Et en proposant des parcours qui sont plus intéressants chez nous que ce qu'ils pourraient trouver ailleurs, finalement. Donc, concrètement donc, concrètement, vous savez, les candidats, ce qu'ils recherchent, c'est à valoriser leur expertise. Et finalement, s'ils arrivent à mieux valoriser leur expertise en termes de salaire, chez un autre employeur, c'est qu'on a raté une marche et qu'on n'a pas su être bon pour récompenser les efforts, les talents, les succès. Et puis le deuxième élément, c'est la qualité de la relation du manager. C'est ça finalement qui fait souvent qu'une personne s'en va, c'est que le manager ne connaît pas assez son manager, qu'il s'en occupe pas assez, qu'il n'est pas à l'écoute, qu'il lui propose pas suffisamment, qu'il n'est pas suffisamment force de proposition pour lui proposer de prendre d'autres responsabilités ou de changer de mission. Et donc ce qu'on a fait depuis un an, c'est de restructurer toute la ligne managériale pour avoir des équipes managées plus petites. On était sur un ratio de 1 manager pour une quinzaine de managers. On est passé à 1 manager pour 8 managers, 8-10 managers maximum. Donc ça induit plus de proximité et on commence en fait à avoir les effets, c'est-à-dire que les managers sont plus fréquemment en contact. Ils sont également plus force de proposition pour proposer à leurs consultants à la fois des voies d'amélioration sur leur métier finalement, mais aussi des fonctions additionnelles, des responsabilités additionnelles au sein de l'entreprise, comme par exemple responsable de la communication, responsable du knowledge management, responsable de la qualité et de la performance. Voilà. On essaye de proposer une expérience collaborateur qui soit la plus complète possible. Un dernier point sur lequel on est super vigilant, c'est les 12-18 premiers mois dans l'entreprise, c'est la période la plus fragile. C'est le moment où soit on s'enracine, soit ça ne fonctionne pas et on s'en va. Et donc on a mis en place des outils et des process qui permettent d'accompagner tous les candidats qui nous rejoignent, de multiplier les interactions entre toute la ligne de management et ces candidats, toutes les fonctions transverses et ce candidat, leur permettre de découvrir le plus rapidement possible tout ce que l'entreprise peut leur proposer, et puis aussi recueillir très très fréquemment leurs feelings, leurs émotions par rapport à ce qui a bien marché et puis ce qu'on pourrait améliorer pour faciliter leur intégration. On sait que les 3 métiers les plus recherchés en France en cybersécurité sont consultant cybersécurité, RSSI et architecte sécurité. Qu'en est-il chez vous ? C'est à peu près ça. On va ajouter à ça des auditeurs et des pentesters. Le pentest, pour préciser, ce sont des gens qui adoptent un comportement de hacker. C'est des gentils, mais ils adoptent un comportement de hacker pour vérifier la robustesse des systèmes qui sont proposés par le client. Voilà. Donc on essaye de rentrer. Si on a réussi à rentrer, c'est que le système n'était pas assez robuste. On propose aussi des missions de conseil en gouvernance. Donc ce sont des gens qui vont travailler sur les systèmes de management de la sécurité des systèmes d'information, ce sont des gens qui vont travailler sur des projets d'alignement, de mise en conformité d'un SI par rapport à une réglementation comme par exemple la loi de programmation militaire. On va proposer aussi des métiers plus techniques, donc des gens qui vont par exemple travailler sur ce qu'on appelle un SOC, un Security Operations Center. On va proposer aussi des missions autour de l'intégration, autour de l'implémentation de solutions de sécurité. Donc finalement un panel assez large de métiers. Et justement autour de ces métiers, on a tendance à penser qu'il y a une certaine pression, puisqu'on parle de risque, on parle de sécurité. Comment on fait, on a parlé de management, pour justement les mettre à l'aise et justement un peu rééquilibrer cette balance stress et bien-être ? Le niveau de stress que peut subir un consultant, il va être plutôt lié à soit un mauvais alignement entre la mission sur laquelle on attend qu'il délivre et puis son expertise, soit sa charge de travail, soit un élément externe
qui peut influer sur sa vie professionnelle. À chaque fois, la clé, c'est le manager qui doit être à l'écoute, qui doit identifier s'il y a une source de problème et proposer un plan d'action pour y remédier. Les points importants que l'on met en place, c'est déjà dans les affectations de mission, de prendre le temps nécessaire pour bien matcher les expertises de nos consultants avec les missions que l'on propose, pour ne pas dépositionner les gens ou les mettre en risque. Le deuxième élément sur lequel on va être attentif, c'est d'écouter tous les signaux faibles. C'est d'installer des espaces de discussion entre managers, entre consultants et RH, pour pouvoir repérer un moment où le consultant est en risque psychosociaux. Voilà. On a vécu, comme beaucoup d'entreprises, une période de confinement et de sortie de confinement qui a été stressante pour beaucoup de collaborateurs. Certains qui se retrouvaient en situation d'isolement, certains qui ont eu du mal soit à se mettre au télétravail, soit à sortir du télétravail. Et donc, on a mis en place des plans d'action pour tous les consultants qui étaient à risque, pour pouvoir les accompagner et s'assurer que ces changements de rythme, ces changements de schéma de travail étaient correctement vécus. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui rentrent sur le marché de la cybersécurité. Est-ce que Link-Banned Cybersécurité, vous proposez également des stages et alternances auprès de ces jeunes? Absolument. Alors on recherche plutôt des stages transformables en CDI. L'expérience qu'on veut proposer, c'est un stage réussi avec à la fois de l'investigation, un peu de recherche et aussi du delivery sur des missions qui permettent aux stagiaires de se projeter dans notre organisation, de se projeter dans le métier et d'enchaîner sur un travail à temps complet. On propose aussi des stages, on propose aussi de l'alternance, par exemple sur les métiers du pentest qui nécessitent une très forte appétence technique, où finalement on a eu plein de succès avec des alternants qui, sur une période de 2 ans, sont à la fois montés en compétences sur des technologies très pointues des pentests, en même temps ont été mis en situation d'exécuter ce qu'ils avaient appris in situ sur des vrais projets, et à la fin de cette expérience réussie, sont partis avec nous sur des contrats à longue durée. Alors, dernière partie de cet entretien, est-ce que vous pouvez piocher une première carte dans le bocal ici et la lire à voix haute? Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien? Alors, c'est dire non à un client ou dire non à un candidat. Une autre carte? Qu'est-ce qui vous motive le plus le matin? Le petit café du matin avec mes équipes. On revient au management. Alors, on revient à la qualité des relations humaines. Ouais, c'est ça. Et une dernière carte? Quel est le meilleur souvenir que vous avez eu en tant que patron de Link-Banned Cybersécurité? Alors je pense que c'est chaque mois ce qu'on appelle une Cyber Monthly, qui est une sorte de grande réunion collective où on va parler de tout, de rien, de nos succès, de nos projets internes, des belles réussites chez nos clients. Et on a fait notre première Cyber Monthly en présentiel au mois de septembre. Et c'était un souvenir merveilleux parce que on a revu des gens qu'on n'avait pas vus depuis 2 ans, les gens sont venus en masse. On a rempli un amphithéâtre de 150 places. On a prolongé par un apéro improvisé dans un café et c'était un moment incroyable. Merci Jean pour cet entretien. Merci Richie. Et à très bientôt. À bientôt.